Alors une émotion, c'est pas forcément quelque chose de très spectaculaire, hein, c'est Hmm. simplement quelque chose que tu attendais pas. Là. Quand on décrit les émotions de façon un peu basique en grande catégorie, la surprise en fait partie. Ce qui est une version, on va dire, non dangereuse de la peur, en fait, si on pourrait le prononcer. Mais l'idée un peu, c'est la même chose, c'est-à-dire c'est quelque chose que tu attendais pas, qui se produit dans l'environnement, sur lequel ton cerveau n'était pas prêt à réagir, parce que contrairement à ce que pensent les gens, enfin les gens qui sont pas coutumiers des neurosciences, en fait, la perception, c'est pas du tout quelque chose de, on va dire comment dire, je sais pas comment employer le bon terme, mais de très inerte, ou du moins que comme un ordinateur, c'est-à-dire tu appuies, ça fait toujours la même chose. Oui, ça, La c'est pas perception, une caméra. voilà, c'est pas. Alors déjà, oui, effectivement, le cerveau, de façon générale, il prend pas de photos, il fait que des représentations. Hmm. Je suis pas toujours d'accord avec Lisa Feynman-Barrett, donc une des papesses des émotions, notamment sur l'aspect constructiviste, qui est une très bonne chercheuse, mais ça n'empêche pas qu'on n'est pas forcément pas être forcément d'accord avec elle surtout, mais en tout cas, j'aime bien la présentation qu'elle a de dire finalement le cerveau, il est dans une boîte noire. C'est un organe qui est enfermé dans une boîte et qu'il a accès à l'extérieur que par nos sens. Et donc, il fait une représentation. En fait, il faut s'imaginer un peu dans cette situation-là, c'est-à-dire imaginons qu'on soit un être humain qui est enfermé dans une boîte complètement opaque. Et puis en fait, on va nous donner régulièrement des informations sur ce qui se passe à l'extérieur, et on va construire une représentation de ça, mais que sur la base de ces informations-là, qui sont par nature incomplètes. Et donc, on va se faire une représentation de la réalité basée sur notre fonctionnement cérébral. Mais ce ne sera pas notre réalité. Voilà, la réalité qu'on connaît, dans laquelle on évolue, c'est notre cerveau qui l'a construit sur la base des informations qu'il reçoit de l'extérieur et de son état interne aussi. Donc, cette idée-là, ça veut dire que, effectivement, quand on va construire un souvenir, ce sera jamais quelque chose d'absolument fidèle de ce qui s'est passé. Donc, pour revenir sur ta question, alors la répétition, elle est même si on répète de façon très fréquente, s'il y a toujours une motivation très très minimale, c'est pas sûr que ça marche. Parce qu'au-delà de la répétition, c'est pas que la répétition qui est la clé quand on s'intéresse à des informations qui nous semblent compliquées à retenir, c'est la profondeur de traitement en fait de cette information. Autrement dit, c'est se mettre dans une situation où on va obliger notre cerveau, ce qui est un oxymore en soi, parce qu'en fait, c'est pas nous et notre cerveau séparés. Le cerveau, c'est nous, d'accord. Mais on va se mettre dans des conditions où, en fait, on va, d'une certaine façon, s'obliger à traiter l'information en profondeur. Donc ça, il y a plusieurs recherches en neurosciences qui montrent très bien ça, c'est-à-dire que, quelle que soit l'information, si on se met dans un contexte où on va être obligé de manipuler l'information, d'où l'intérêt quand on est en cours de réfléchir, de répondre à des questions, de se poser des questions, etc. Automatiquement, quand on fait ça, on se met dans un contexte où on s'oblige à traiter l'information plus en profondeur. Par opposition à simplement écouter un cours, voilà, même en prenant des notes, d'accord, et puis à relire ses fiches à la maison, d'accord. Et enfin évidemment, plus on les relit, plus on aura de chances de mémoriser cette information-là, mais ça va être une information dont la qualité de l'encodage et l'engramme qu'on aura fabriqué sera relativement pauvre, parce qu'il aura qu'une seule voie d'accès, c'est-à-dire l'aspect visuel de la fiche, quoi. Mais dès qu'il va falloir manipuler cette information dans un autre contexte, en général, la restitution va être d'assez mauvaise qualité, ou en tout cas, elle va être potentiellement de bonne qualité sur du court terme. On va dire classiquement, j'ai révisé, j'ai bachoté comme un fou pendant 3 jours, j'ai mangé des fiches, et puis le jour de l'examen, ça se passe pas trop mal. Du moment que c'est un examen où on va juste demander des choses assez basiques, dès qu'on va demander une manipulation de l'information, ça va mal se passer en général. Mais si on repose la même question 5 jours après, ça va être, la performance amnésique, elle va être très impactée. À l'inverse de quelqu'un qui, aura traité l'information, l'aura manipulée de différentes façons, se sera posé des questions, et donc aura consolidé ce réseau, cet engramme, mais dans des contextes différents, avec des demandes différentes, et donc aura maximisé les voies d'accès à ce souvenir-là, et aura probablement étendu l'engramme aussi potentiellement. Et donc, quand on commence à mettre des émotions là-dedans, en fait, le contexte de plasticité qu'on va créer fait que, effectivement, sans répétition, on a une profondeur de traitement qui est pas forcément de très bonne qualité. Elle est, si tu veux,
pour faire un peu simple, ça va être un traitement potentiellement profond en termes d'analyse de l'information, mais pas forcément systématiquement fidèle. Parce que tu as une espèce de dichotomie de la mémoire dès que tu mets des émotions, c'est-à-dire que de ce qu'on en sait actuellement, tu vas avoir pas mal de focalisation sur l'élément émotionnel, par exemple, mais tout ce qui est périphérique, en général, va souffrir de cette focalisation-là. Et c'est ce qui se présente de façon extrême. Ça se présente déjà en mémoire normale, on va dire, hors pathologie, et ce qui se manifeste de façon extrême dans un stress post-traumatique, où en fait les gens vont associer ce stress-là, cet événement traumatique, à des éléments, enfin, ce stress va être redéclenché par des éléments qui sont finalement relativement éloignés potentiellement du contexte de départ, parce que justement, en tout cas de ce qu'on en comprend, la périphérie de tout ce qui était autour de l'élément émotionnel, ça c'était plus flou, et donc tout ce qui va ressembler un petit peu à ça peut redéclencher le stress. Et c'est tout le drame dans les stress post-traumatiques, parce que évidemment, on va avoir des gens, si je prends l'exemple des gens qui ont été au Bataclan pendant les attentats, parmi les gens, et c'est pas tous, hein, qui ont développé des stress post-traumatiques, tous les endroits un peu sombres, où il y a un peu du bruit, certaines odeurs tout simplement, peuvent redéclencher du stress. Et ça peut être des choses qui sont assez éloignées du contexte de départ, ce qui fait que pour certains d'entre eux, c'est extrêmement difficile, y compris des années après, de reprendre une activité normale, parce qu'ils ont créé un engramme dysfonctionnel où en fait, tout ce qui ressemble de près ou de loin au contexte de départ va redéclencher le stress. D'accord ? Donc, quand on dit que la mémoire, les émotions, ça permet de mieux mémoriser, en fait, c'est pas aussi simple que ça. Il y a certains éléments qui vont être très bien mémorisés, d'autres beaucoup moins bien. Donc, c'est pas, si tu veux, une relation linéaire entre émotion et mémoire. Mais les émotions créent un contexte qui va, en tout cas, faciliter certaines mémorisations. Alors, ça marche particulièrement bien avec les émotions négatives. Les émotions positives, ça peut bien marcher, mais on comprend bien, si on garde en tête que si on doit assigner une fonction, si on devait définir la fonction essentielle du cerveau, c'est de fabriquer des comportements qui nous permettent de mieux nous adapter à notre environnement et de survivre plus longtemps. Il fait plein d'autres choses, mais sa fonction essentielle, c'est quand même ça. Et c'est ce qui fait notre succès en tant qu'être humain. Donc, quand il y a du négatif, évidemment, il faut être capable de l'analyser et d'en tirer les conséquences très vite, parce que sinon, potentiellement, on peut mourir, tout simplement. Avec le positif, les conséquences peuvent être délétères si on ne mémorise pas bien, c'est-à-dire pour trouver, par exemple, des récompenses, trouver de la nourriture, etc. Mais ça ne va pas être immédiat. Donc, il y a un peu, quand même, une différence de force. C'est-à-dire, on pourra mémoriser des éléments de façon extrêmement solide avec du positif, mais il faudra que ce soit vraiment quelque chose de très significatif. D'accord ? C'est un petit peu moins, enfin, avec le négatif, on peut avoir des seuils un peu plus bas, on va dire, et on va quand même mémoriser très fort. D'accord ? Et avec mes étudiants sur le projet qu'on fait en ce moment, on le voit assez bien, parce que quand on regarde, quand on demande au sujet de juger des images et qu'on fait ce qu'on appelle une analyse de cluster, on s'aperçoit qu'il y a un cluster où tu vas avoir le neutre, même si ça n'existe pas, mais on va dire le relativement neutre avec le positif, et le négatif qui est un peu séparé. Pourquoi ? Parce que le neutre, finalement, globalement, si tu prends les images, c'est un peu du catalogue Ikea, quoi. Et donc, tu vas être dans un endroit qui est safe, quoi, qui est sans danger. Donc, ça se rapproche un peu du positif, néanmoins. Le négatif, il faut absolument que ce soit analysé tout de suite. Tu vois, que tu aies le bon comportement, parce que potentiellement, les conséquences délétères peuvent être immédiates et potentiellement mortelles. Donc, les deux types d'émotions, si tu veux, positif, négatif, même si c'est un cadre de lecture assez basique, vont influencer la mémoire, ça c'est une certitude. Dans quel sens ? Et ça, c'est un peu plus compliqué. Voilà. Donc, évidemment, on pourrait dire, bon, pour réviser des cours, par exemple, ce serait intéressant de mettre un peu d'émotion là-dedans, mais le résultat, il n'est pas garanti. Et c'est ça le problème. Donc, c'est pas, voilà, c'est absolument, alors, on pourrait dire, finalement, voilà, je me mets à ma table et puis j'essaie de restituer l'information, et quand je la restitue pas, je prends un choc électrique, hein, si on présente ça de façon un peu extrême. Mais ça risque de créer du stress qui, à l'arrivée, peut impacter la restitution de façon délétère. Donc, les relations entre les deux processus, on va dire, cognition et mémoire, elles sont extrêmement, mémoire et émotion, elles sont extrêmement fortes. Même en termes de neuroanatomie, les structures impliquées se superposent très largement. Mais les relations sont complexes entre les deux. Elles sont absolument pas linéaires. Tu peux pas dire je mets de l'émotion, je vais forcément mieux mémoriser. C'est pas aussi simple que ça.